L'industrie. Troisième secteur consommant le plus d'énergie et émettant le plus de gaz à effet de serre après les transports et le résidentiel. Il est donc indispensable, dans l'objectif qu'est celui de la décarbonation générale, d'établir un plan d'action pour réduire les émissions de CO2 dans l'industrie. Le 22 novembre dernier, lors du Salon des maires de France, les représentants des 50 sites industriels les plus polluants ont signé, en compagnie des ministres de l'Industrie et de la Transition énergétique, ainsi que la Première ministre, des contrats de transition écologique. Ces contrats stipulent que l'industrie doit réduire ses émissions de CO2 de 45% d'ici 2030. Un objectif ambitieux qui nécessitera une adaptation colossale des entreprises. Les défis techniques, logistiques, humains et financiers sont nombreux. Comment les entreprises peuvent-elles réussir leur transition énergétique ? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Olivier Cattera, professeur-chercheur en stratégie et management de l'innovation à l'École de management de Lyon, spécialisé dans les innovations clean tech et les business models de la transition énergétique. Vous écoutez Énergie 360. Bonjour. Olivier Cattera, bonjour. Bonjour Giovanni. Alors, on va commencer par un constat général de la situation énergétique de l'industrie. Je le disais en introduction, l'industrie est le troisième secteur émettant le plus de CO2. Quelle est la part de l'industrie dans l'émission totale de CO2 en France ? Alors, en effet, l'industrie est un des gros émetteurs de CO2. On considère que si sur le volant national, on est autour de 400 millions de tonnes, on peut segmenter la part énergie à 40 millions de tonnes, qui peut avoir un usage pour l'industrie, mais spécifiquement l'industrie dite manufacturière, on est autour de 42 millions de tonnes CO2 par an. Donc c'est significatif. Et pourtant, donc là on parle de chiffres récents, de 21 délivrés en 2022, mais sur les 2 dernières décennies, ce secteur de l'industrie manufacturière a fait les plus gros efforts de réduction de ses émissions de CO2. On considère qu'il y a eu entre 45 et 50% de réduction des émissions de CO2 sur ce segment-là. Donc, et pourtant, je terminerai là-dessus, c'est encore le secteur qui va faire d'énormes efforts pour réduire ses émissions d'ici l'objectif 2030, qui a été rehaussé, et puis viser la neutralité carbone d'ici 2050. Alors il y a une question qu'on se pose, c'est on imagine qu'il n'y a pas d'homogénéité dans l'émission de CO2 dans l'industrie. Ce que j'entends par là, c'est on imagine que les plus grands sites sont les plus responsables, mais est-ce qu'on a des proportions ? Dans quelles proportions ? Alors oui, vous avez parlé des accords là, de contrats de transition écologique qui ont été signés avec 50 sites industriels majeurs. Alors ils regroupent principalement quelques secteurs industriels en particulier. On pense bien sûr à la chimie, qui est un secteur très très émetteur, la métallurgie, le secteur agroalimentaire, le caoutchouc, plastique et minéraux, et puis le bois et le papier. Donc là, on a 5 secteurs qui vont représenter 80% des émissions de CO2 du segment industriel. Donc c'est concentré sur ces secteurs-là. Et puis, donc très loin devant, hein, chimie 28%, métallurgie 23%. Donc on a quand même 2 secteurs là qui sont très très émetteurs. Et donc c'est eux aussi qui sont les plus engagés. Alors on est là pour apprendre aussi certains termes. On entend souvent parler d'émissions directes, indirectes. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ? Oui, alors bien entendu, quand on parle de ou de transition écologique ou de transition énergétique et surtout de décarbonation, on suit les gaz à effet de serre. Et en fait, l'outil de référence, c'est ce qu'on appelle le bilan carbone. Le bilan carbone, c'est une méthodologie particulière pour suivre les émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2, de dioxyde de carbone. Et en fait, dans le bilan carbone, on considère qu'il y a 3 scopes, 3 périmètres. Le scope 1, il concerne directement les émissions liées à un site. Ensuite, le scope 2, il intègre, lui, des émissions indirectes, notamment par l'approvisionnement en énergie. Est-ce qu'elles sont carbonées ou pas ? Donc ça, c'est aussi un moyen d'évaluer la pollution, si j'ose dire, d'un site.
Et on intègre aussi parfois le scope 3, qui là est beaucoup plus diffus. Ce sont aussi des émissions indirectes qui ne sont pas sous le contrôle de l'opérateur, de l'industriel. Donc voilà, ces émissions directes, c'est celles du scope 1. Les émissions indirectes, c'est celles du scope 2 et du scope 3. Et réduire les émissions du scope 1, donc les émissions directes, ça c'est à peu près sous le contrôle d'une stratégie de décarbonation. C'est beaucoup plus difficile de toucher le scope 2 et surtout le scope 3. Très bien. Il y a de nombreux programmes de décarbonation à l'échelle française et européenne. On pense à la stratégie nationale bas carbone qui date de 2015 ou Fit for 55 pardon, en 2021. Mais est-ce que la prise de conscience dans le secteur de l'industrie quant aux émissions de gaz à effet de serre a pris effet avant? Est-ce qu'il y avait des initiatives individuelles de baisse de consommation d'énergie et d'émissions de CO2? Alors oui, le secteur industriel est un des principaux acteurs des réductions de gaz à effet de serre. Et depuis longtemps, non pas pour des raisons écologiques, mais plutôt pour des raisons de compétitivité. Les électro-intensifs ou énergo-intensifs, eux, sont structurellement dépendants de la compétitivité des prix de l'énergie. Et donc, mécaniquement, ont été les premiers à faire des efforts de réduction de consommation, des investissements dans l'efficacité énergétique. Alors, mécaniquement, quand on réduit sa consommation par de la sobriété ou de l'efficacité, on réduit ses émissions de CO2 aussi, puisque une partie de l'approvisionnement était carbonée. Aujourd'hui, on va plus loin, puisque c'est un enjeu de compétitivité, en réduisant les dépenses, mais aussi une augmentation de la qualité de son activité, en essayant d'avoir des approvisionnements, en tout cas des émissions de CO2 plus limitées. Donc oui, l'industrie a été très active. Euh, Elle suit aussi la réglementation, c'est-à-dire que plus la réglementation va être contraignante, plus les industriels vont faire des efforts. Vous parliez de la stratégie nationale bas carbone, qui est une déclinaison au niveau national de notre ambition de réduire nos émissions de CO2, en accord avec la vision du protocole de Kyoto, puis de la COP 21 à Paris, et la dernière COP de Dubaï vient de se terminer, et on voit qu'il va falloir aussi accélérer. Et on sait que les sites industriels sont en première ligne. On en a parlé. Ces 50 sites industriels se sont engagés par ce contrat de transition écologique à aller plus vite, plus fort. Et ce qui est à noter, c'est que entre la stratégie nationale bas carbone, dite numéro 2, et celle qui va arriver là en début 2024, SNBC 3, on va augmenter l'effort de réduction des émissions. On passe de moins 35% à moins 45%. Donc il y a une accélération de l'effort. Et je le disais, les industriels ont été parmi les plus actifs. Ils vont continuer à l'être, mais ce ne sera pas la solution. Même si certains sites sont très émetteurs, on parlait d'ArcelorMittal par exemple, qui est un industriel dans le Nord, à Dunkerque, à Fos ou en Moselle. Ces 3 sites industriels émettent plus de 15 millions de tonnes. Donc à eux seuls, ils représentent plus de 20% des émissions des industriels. Donc c'est très très significatif. Mais ce n'est pas en faisant les efforts que sur un site qu'on atteint les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Au-delà des industriels, le transport, par exemple, va être un enjeu important, mais c'est en dehors de notre scope industriel. Donc ce que vous dites, c'est que la stratégie bas carbone dans l'industrie a été motivée par des raisons de compétitivité avant tout? Historiquement, oui, les industriels ont d'abord fait des efforts de réduction de leurs coûts, et ça passait par des réductions de consommation d'énergie. Donc mécaniquement, si on consomme moins d'énergie qui était encore carbonée, ben, on réduit ses émissions. Mais aujourd'hui, clairement, au niveau international, européen et national, il y a une politique structurée, la SNBC, qui vise à réduire nos émissions pour atteindre en 2050 la neutralité carbone. Donc ça, c'est une vision stratégique. On a mis une échéance intermédiaire à 2030. Et là, les industriels vont devoir s'engager, augmenter leur effort de réduction de leurs émissions de CO2, qui étaient de moins 35%, elles vont passer à moins 45%, même si ça ne suffira pas à atteindre entièrement les objectifs nationaux. Mais au moins, l'industrie va faire sa part, et elle y a intérêt aussi. Donc, sa mise en conformité par rapport à la réglementation, mais aussi un enjeu de compétitivité, disposer de produits
d'équipements qui vont être plus performants pour s'imposer auprès de leurs clients. Entre 50 et 70 milliards d'euros, c'est la somme estimée pour réaliser la transition énergétique dans l'industrie. Les sommes sont colossales. Avant de parler financement, on se demande ce qu'implique cette transition dans l'industrie. Une étude conjointe de la Fabrique de l'Industrie et KPMG montre que les industriels privilégient les moyens classiques comme la sobriété et l'efficacité énergétique. Olivier Catera, on est d'accord que ça ne suffira pas. Alors, il faut faire feu de tout bois, si j'ose dire, pour pouvoir atteindre une réduction massive des émissions de CO2. Ça demande beaucoup d'argent, c'est vrai, mais il y a de l'argent disponible aussi. L'État français a décidé de s'engager. On a parlé des contrats de transition écologique. Exemple, toujours sur le cas du premier consommateur, du premier émetteur pardon, de CO2 en France, sur Arcelor Dunkerque, c'est 1,7 milliard d'euros d'investissement avec de l'aide publique pour pouvoir décarboner un site industriel. Donc là, on chiffre les investissements en milliards d'euros. C'est très, très conséquent. Mais après, les efforts, ils vont être faits par tous les sites industriels. Et c'est vrai que jusqu'ici, j'expliquais, pour maintenir leur compétitivité, ils ont fait des économies. Là, ils vont devoir changer de braquet, accélérer dans la réduction de leurs émissions. Et ce ne sera pas seulement, vous avez raison, que de la sobriété ou de l'efficacité énergétique. Il va falloir aller plus loin dans la transformation. Et ça, c'est vraiment difficile, industriellement parlant. Il faut créer des nouveaux modèles économiques, notamment de circularité, pour travailler avec des métaux, des procédés, des matériaux qui nécessitent moins de carbone, donc du réusage par exemple. C'est aussi développer ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale, l'EIT, qui permet en fait de s'insérer dans un écosystème, travailler avec son environnement, qui vont devenir des producteurs, des fournisseurs pour un procédé industriel, et puis vos coproduits ou parfois vos déchets vont pouvoir être valorisés par d'autres. C'est encourager aussi cette circularité. Et ça veut dire que de nombreux sites industriels, je pense à PH de Roussillon, une plateforme chimique au sud de Lyon, ils ont aussi investi dans ces réusages parce que un industriel qui produit des composants chimiques, au lieu que ça reste un déchet, ça va être réutilisé par un autre industriel. Et le CO2, par exemple, qui est émis sur certains sites, il va pouvoir être utilisé dans chez d'autres industriels. Donc c'est une pensée systémique qui va être mise en œuvre. Et ça, ce n'est pas le business as usual ou ce n'est pas les habitudes traditionnelles de sobriété ou d'efficacité. C'est parfois transformer en profondeur un site ou un procédé industriel. Donc c'est plus ce qu'on appelle de l'incrémental, c'est de l'innovation dite radicale. On va peut-être arrêter certains produits et développer des nouveaux produits ou des nouveaux services. Et ça, c'est des transformations stratégiques pour un industriel. D'accord. Il y a une phrase qui revient souvent, c'est repenser toute la chaîne de valeur. C'est de ça dont il s'agit? Exactement, exactement. Alors la chaîne de valeur, c'est un concept que l'on doit à Michael Porter, qui permet d'analyser mes achats, mes activités de transformation, ma commercialisation et la valeur que je vais créer auprès de mes clients. Et en fait, quand on veut faire des transformations majeures, là, décarboner son procédé, en fait, on va peut-être travailler sur des produits qui vont être différents. Ça veut dire aussi peut-être faire ce qu'on appelle de l'économie de la fonctionnalité. Au lieu de vendre vos produits qui vont être consommés, détruits, vous allez vous engager sur un service. Par exemple, dans l'électricité et le gaz que Opéra Énergie connaît bien, au lieu d'acheter de la molécule et de l'électron, il y a des nouveaux fournisseurs qui vont s'engager à vous donner du confort, de la température ou de l'éclairage. Donc on ne vend plus son électricité ou son gaz, si on est un fournisseur, on vend un service. Et en fait, quand on travaille sur ce qu'on appelle l'EFC, l'économie de la fonctionnalité de la coopération, en fait, le fournisseur, il va s'engager à avoir le meilleur produit, le plus durable possible, qui lui demande le moins d'intervention pour pouvoir garantir une stabilité de son offre. Et donc, il va travailler sur la durabilité, sur la meilleure performance écologique de ses produits aussi. Donc ça, c'est une transformation majeure, c'est penser différemment son système. Alors pour les industriels,
c'est aussi ne plus vendre peut-être des matériaux, mais de vendre des systèmes qui vont intégrer plusieurs matériaux et du service derrière. Donc ça, c'est aussi ne plus vendre des automobiles, mais vendre de la mobilité. Ça aussi, c'est des transformations majeures. Alors, quand on est en B2B, en business to business dans les secteurs industriels, ça demande un effort encore plus important de repenser là où on crée de la valeur, comment on la commercialise et comment le métier de demain sera sûrement complètement transformé et on va avoir des activités qui vont sûrement s'arrêter telles qu'on les connaît aujourd'hui. Elles seront euh, radicalement différentes, peut-être sur des logiques de service, donc j'allais dire de servuction au lieu de production, et puis d'économie de la fonctionnalité, de circularité. Ça, c'est les modèles qui émergent le plus et qui permettent de réduire l'empreinte sur les matériaux, sur la biodiversité, sur l'accès aux ressources, et toujours créer une valeur pour un client. Très bien. Et concernant l'économie de la fonctionnalité ou la circularité, est-ce que ce sont des changements qui ont été éprouvés? On sait qu'ils peuvent marcher ou c'est, on va dire, des techniques expérimentales? Alors, c'est en devenir. Aujourd'hui, on n'a pas un manuel parfait pour chaque acteur. On connaît la philosophie, mais c'est en fait c'est une réflexion stratégique. C'est-à-dire que vous devez penser différemment votre métier pour le réaliser avec une intégration dans un écosystème. Vous ne voyez plus votre activité comme soit une chaîne de valeur ou une filière, mais vous allez créer ce qu'on appelle des réseaux et vous allez essayer de voir comment votre activité va se réinventer. Mais en fait, c'est prendre des nouvelles lunettes pour voir où vont être les nouveaux marchés. Comme je disais, c'est plus vendre de l'électron ou du gaz, c'est vendre du confort thermique, de l'éclairage ou une qualité de procédé. Euh, et puis pour des matériaux, des équipements, c'est plus vendre des équipements industriels, c'est vendre de l'usage, la disponibilité de ces procédés industriels. Donc c'est un travail stratégique, ça ne va pas se faire en 1 an, 2 ans, hein. C'est des processus parce qu'il y a des investissements importants, on appelle ça du CAPEX, investissement de capacité, qui peuvent se chiffrer en plusieurs millions ou milliards d'euros ici, dans la grande industrie. Donc ça va encore prendre du temps, mais on a des solutions. Il y a des travaux. Alors je pense à un collectif qui s'appelle ALICE, une alliance pour l'efficacité énergétique dans l'industrie, qui rassemble plusieurs acteurs industriels. Ils sont présents, très actifs sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont mené des travaux justement sur les transformations de ces modèles pour des activités dites traditionnelles qui doivent se réinventer. D'accord. Je vous pose la question parce que dans cette étude de la Fabrique de l'Industrie et KPMG, on notait qu'il y avait un certain nombre d'entreprises qui étaient réticentes et peut-être un mot fort, mais qui avaient des doutes sur la transition énergétique dans l'industrie, en ce sens que elles avaient peur d'un impact négatif de la transition sur leur rentabilité, sur leurs investissements, sur leurs performances. Alors oui, ça va bousculer les activités. Comme je disais, l'industrie a fait d'énormes efforts sur les 2 dernières décennies en divisant par 2 sa consommation et donc ses émissions de CO2. On peut encore faire quelques efforts sur l'éclairage, le chauffage, par la sobriété, investir dans des nouvelles machines. Les gros défis, ça va être l'électrification de procédés qui étaient historiquement fondés sur le gaz, le pétrole ou le charbon. Utiliser l'hydrogène, c'est ce qui va être mis en œuvre dans la grande industrie pour de la chaleur notamment ou des procédés de transformation de métaux. Donc ça coûte. J'expliquais que France 2030, par exemple, qui est le bras armé de l'État pour financer ces grands investissements, mobilise plus de 5,6 milliards d'euros. Donc c'est des sommes aussi colossales, hein, d'aide pour justement des nouveaux procédés, pour l'industrie lourde, pour des solutions matures, 1 milliard d'euros à côté des 4 premiers milliards, et puis 600 millions d'euros pour de la R&D, la recherche et le développement. Donc on voit bien que s'il y a des sommes sur la R&D, c'est que tous les procédés ne sont pas au point. Et en fait, il va falloir repenser, redévelopper des nouvelles activités. Et oui, il y a certains acteurs qui vont être au pied du mur parce qu'ils ont refusé certains investissements ou ils n'ont pas pu les faire parce que la compétitivité de leur site ne le permettait pas. Et ces activités qui restent encore trop carbonées ou vont devoir se transformer ou s'arrêter
euh, avec des nouvelles prestations. Oui, il va y avoir encore beaucoup de transformations, mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter l'industrie. Exemple, certaines activités dites traditionnelles vont peut-être fermer, mais on en développe d'autres. On n'a jamais autant parlé des gigafactories, ces usines de très grande capacité pour la batterie, par exemple, qui sont des marchés d'avenir. Je pense à Vercor, une entreprise de la région qui développe sur Dunkerque aussi, un site industriel, sa gigafactory pour produire des batteries à très très faible impact carbone. Parce que l'électricité pour le procédé va être décarbonée à partir du nucléaire ou du renouvelable, et parce que les procédés vont être optimisés en termes de consommation de ressources et que les produits seront recyclables. Et ils développent aussi la filière de recyclage dont je parlais tout à l'heure de circularité. On pense dès le début à la seconde vie, puis à la transformation de déchets finaux. On peut avoir le même exemple sur les filières de production de solaire PV, photovoltaïque. Il y a un projet porté par le collectif Carbone, cette fois-ci sur Fos-sur-Mer, pour faire aussi une gigafactory, pour pouvoir avoir une usine, donc de l'industrie, qui va produire des panneaux solaires décarbonés. Donc on voit bien qu'il y a à nouveau une nouvelle industrie qui émerge, mais cette industrie, dans son essence, elle a intégré la circularité, l'économie de la fonctionnalité aussi, puisque certains panneaux vont pas être vendus, mais vont être installés. Et on vendra de l'énergie, mais pas seulement le panneau, et la recyclabilité. Donc on voit que c'est des changements de plusieurs échelles. Et là, je suis d'accord avec vous, il y a des acteurs qui vont avoir du mal à s'adapter, et qui vont perdre en compétitivité s'ils ne basculent pas progressivement dans ce nouveau monde. Revenons sur ces 50 à 70 milliards d'euros nécessaires pour la transition dans l'industrie. Vous le disiez, France 2030 prévoit 5,6 milliards d'euros de subventions pour l'industrie. Le président Macron lui-même, en 2022, avait parlé d'une subvention de 10 milliards, sans revenir depuis là-dessus. Quoi qu'il en soit, on est loin des sommes nécessaires, donc j'ai une double question par rapport à cela. A-t-on plus d'éléments concrets sur le financement de la transition énergétique dans l'industrie? Et pensez-vous que les entreprises sont correctement accompagnées dans ce processus de transition? Alors oui, je confirme qu'il y a encore beaucoup besoin de financement. On a parlé de quelques cas exemplaires, les plus gros consommateurs, mais aujourd'hui, quand on parle de population d'entreprises, alors c'est pas que l'industrie, hein, mais c'est 259 grandes entreprises, grands groupes en France, 5600 entreprises de taille intermédiaire. Donc certes, l'industrie a fait des efforts, mais ça concerne encore des centaines et des milliers d'acteurs qui vont devoir basculer. Et on l'a vu, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, ils ont fait un peu de sobriété. Euh, c'est facile hein, de réduire le chauffage, l'éclairage. Ça coûte un peu plus de temps et d'énergie de faire de l'efficacité énergétique. Et les sommes qui vont être mobilisées, c'est pour se transformer. Donc développer des nouveaux procédés, électrifier, utiliser l'hydrogène. Et là, on est encore au tout début de cette transformation et de transformation des modèles économiques dont on parlait. Donc, il y aura de l'argent public pour aider, amorcer, mais l'essentiel des transformations, elles vont se faire par du financement privé. C'est les entreprises qui vont investir dans des nouveaux procédés, des nouveaux équipements. Et c'est pour ça que ces sommes sont colossales. Euh, il faut juste savoir que la facture énergétique de la France, alors qui ne concerne pas que l'industrie, mais elle a explosé l'année dernière. On est passé entre 60 et 80 milliards d'euros tous les ans qu'on dépensait en facture énergétique à plus de 112 milliards d'euros sur l'année écoulée. Donc c'est 2,4 de mémoire, 2,5, une augmentation fois 2,5. Donc, et tout ça, cette facture énergétique, c'est des énergies fossiles hein, essentiellement. Essentiellement du pétrole, de l'essence et du gaz. Donc il y a de l'argent qui est déjà utilisé en consommation d'énergie. Et les industriels, en premier lieu, cherchent à réduire leurs factures. Et comme on l'a vu, voilà, c'est des processus de transformation plus importants aujourd'hui. Et alors, pour répondre à la deuxième question sur l'accompagnement, euh,
Bien sûr, il y a des conseillers énergie dans les chambres de commerce et d'industrie qui sont là pour aider, mais ils aident plutôt les commerçants, quelques acteurs de services. L'ADEME, l'Agence pour la transition énergétique, est là aussi un bon interlocuteur. Il y a le Fonds Chaleur aussi, qui est aussi encore à utiliser. Et puis, dès qu'on parle d'investissement en capacité, la Banque publique d'investissement va être présente aussi pour financer des équipements de performance énergétique ou de transformation de procédés. Et on faisait référence aussi aux investissements en R&D. Il faut mobiliser des fonds européens. Il existe ce qu'on appelle les fonds d'innovation, des programmes de R&D comme Horizon Europe, qui sont dotés. La politique européenne de transition énergétique, c'est des centaines de milliards d'euros. Donc, il y a de l'argent disponible. En revanche, il est compétitif, c'est-à-dire qu'il faut monter des projets et penser collectif. C'est-à-dire qu'on en parlait là sur les logiques d'écologie industrielle et territoriale, de circularité. Il ne faut plus raisonner comme avant, en se focalisant sur son site uniquement, mais il faut intégrer un environnement, un écosystème avec des dépendances, des interdépendances. Et là, vous pouvez solliciter, quand vous mobilisez tout un écosystème, vous pouvez solliciter des financements régionaux, nationaux ou européens. Et en fait, quand vous sollicitez ces financements, vous avez aussi de l'accompagnement. Je pense au pôle de compétitivité, bien entendu le pôle de la transition énergétique Ténerdis en Auvergne-Rhône-Alpes pour les acteurs de la région, ou Accélera, qui est spécialisé sur les problématiques de chimie-environnement. Ces interlocuteurs-là savent guider les industriels pour trouver les bons guichets et puis gérer ces projets complexes de transformation. Et je parlais de Alice aussi, l'Alliance pour la compétitivité de l'industrie et de la transition énergétique, sont des acteurs aussi où vous pouvez partager, quand vous êtes industriel, vos problématiques et trouver de la compétence et des partenaires pour réaliser ces projets d'investissement et de transformation. Alors je terminerai par la question probablement la plus importante de notre sujet. J'aurais pu commencer par cette question d'ailleurs aussi. Cet objectif de réduction de 45% des émissions de CO2 d'ici 6 ans, finalement, ça va vite. Est-ce qu'il est atteignable? Est-ce qu'il est réaliste? Alors il est très très ambitieux. Il faudrait qu'il soit atteignable et réaliste, mais il ne va pas se faire tout seul. Et nos auditeurs, les clients d'Opéra Énergie, ils doivent mieux acheter leur énergie, ça c'est sûr, mais aussi engager des processus de transformation beaucoup plus profonds de leurs procédés de transformation, de production. Donc si on ne fait pas ces leviers de transformation majeurs, on n'atteindra pas l'objectif. Dans l'industrie, alors les électro-intensifs, les très gros consommateurs, eux, ils ont des visions stratégiques de leur site à plusieurs décennies. Et ils ont pu, grâce au contrat de transition écologique, initier ces transformations. Ma préoccupation, elle est plutôt sur les acteurs, les PME, PMI, certaines ETI, qui sont des entreprises familiales. Et là, elles ont besoin de ces accompagnements qui manquent peut-être un peu sur ces segments-là. Donc, quand on parlait de la ventilation des acteurs, les très gros, ils sont déjà identifiés, ils se posent déjà des questions, ils appartiennent souvent à des grands groupes internationaux, ils ont plusieurs sites et ils ont des échanges de pratiques au sein de leur groupe. Il y a quand même des sites industriels, des acteurs industriels de plus petite taille, nationaux ou régionaux, et eux, ils ont besoin d'accompagnement, d'aide. Je les invite à se tourner vers les pôles de compétitivité, vers les chambres de commerce et d'industrie aussi, pour trouver les bons interlocuteurs. Mais sans eux, sans cette mobilisation de ces acteurs industriels, on n'atteindra pas les objectifs. Hein. Donc, on va faire les efforts sur les plus gros, mais il faut qu'il y ait un mouvement d'équipe, un mouvement collectif de transformation. Et c'est passionnant, parce que c'est aussi l'avenir du patrimoine de ces entreprises, l'avenir de leurs emplois qui est en jeu. Même si l'Europe met en place des mécanismes de protection, on voit qu'il y a ces enjeux de compétitivité de la plaque européenne face à la menace de faire, on appelle ça les fuites de carbone, de faire délocaliser certains sites. Donc il y a une conscience de comment on doit protéger nos sites industriels, mais ils doivent se transformer. Ce n'est pas juste une protection pour les mettre à l'abri de menaces extérieures. La transformation, cette transition écologique et cette décarbonation,
il faut aussi l'apporter de l'intérieur. Ce n'est pas juste une menace externe, c'est aussi une nécessité de transformation interne. Un vrai défi donc pour le secteur de l'industrie. Tout à fait, et dont on a vraiment besoin. C'est-à-dire que on a développé une société du service, une société de tertiaire, mais beaucoup d'emplois, beaucoup de savoir-faire et des enjeux de souveraineté sont présents dans l'industrie. On sait que on a besoin d'emplois industriels, on a besoin d'activités de production en France, en Europe, dans nos régions. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes est assez dynamique pour aussi mettre en avant ses atouts industriels. Et clairement, il faut que collectivement, les chefs d'entreprise soient accompagnés, échangent entre eux. C'est aussi dans l'agenda des syndicats patronaux de relever ce défi pour nos territoires et pour les emplois de demain. Olivier Catora, merci pour vos éclairages. Avec plaisir. Merci Giovanni pour l'invitation. Avant de nous quitter, j'aimerais remercier celles et ceux qui ont contribué au lancement de Énergie 360, la direction d'Opéra Énergie bien sûr, Stéphane et le service marketing, particulièrement le pôle communication, Charlotte, Julie, Orlane, Christa, et un merci aux personnes qui m'ont conseillé sur le plan technique et artistique, Jérémy Villerons, Isabelle Demanja, Adrien Doucet. Merci à vous trois pour votre patience. Nous, on se retrouve rapidement pour un nouvel épisode d'Énergie 360. À très vite.